il y avait des miliciens en armes. Et là, on ne voit plus personne. Et enfin, celui-là, c'est un exemple concret. Quand nous descendions de l'avion, on nous prenait le passeport. Mais aujourd'hui, je descends de l'avion, je suis allé à Pointe-Noire, j'ai mon passeport sur moi. Alors ça, c'est le changement qui dénote que le pays est en pleine mutation. Lieu symbole de la parole et véritable prolongement de la conférence nationale pour Sony Laboutansi, le Rocado Zulu Théâtre. C'est ici, depuis plus de 10 ans, que Sony Laboutansi, précurseur, a cherché à faire du verbe et des gestes les armes du changement. Les militaires, vous avez vu un peu votre fin. On n'a pas l'impression que vous avez été formé à Cuba quand même. J'ai envie d'être, comment dire ça, de servir à quelque chose, quoi, pour faire bouger les mentalités, c'est important, de tout point de vue. On vit sur les archaïsmes, je crois. On vit sur beaucoup d'archaïsmes. Vous avez des compétences et des diplômes. J'ai une histoire. Vous avez un marigot d'histoire. J'ai de colère. De très haute colère. À partir du moment où on s'intéresse à la réalité, sous tous ces angles, qu'on soit une espèce comme ça de... comment dire ça, des chroniqueurs sociaux, à un moment donné, ça devient une chose forte quand avant, c'était pas ça qui se passait, c'est-à-dire que les gens étaient soumis à une seule parole, la chose officielle était connue, les choses à faire étaient connues, et que nous, moi, personnellement, en tant qu'écrivain, je me suis dit, mais on dirait que là, il manque ceci, on dirait que là, c'est pas comme ça que ça se passe, on dirait que ici, les gens ne peuvent pas parler. Alors, à chaque fois que j'amenais une parole comme ça, les gens me disaient, mais c'est du rêve, hein, vous êtes des rêveurs, et ça continue, vous êtes des rêveurs. Et puis maintenant que le rêve et la réalité, en quelque sorte, se marient et dansent, au fond, ça danse, il y a une danse du rêve et de la réalité, alors on nous prend pour des prophètes, quoi. Mais bon, ben, c'est un peu trop tard. La parole comme arme infaillible. Le Congo semble montrer que l'évolution des pays africains peut se faire en douceur, sans effusion de sang. 3, 2, 1, go! Stop, stop, stop! Des grues, des chantiers de cette taille, on n'en voyait pas au temps où ces deux-là se sont connus. Jackson et Edmond ont vu naître Elf Congo il y a 25 ans. Ils achèvent leur longue carrière comme cadres après avoir démarré sur le terrain. Le terrain, Jackson le cartographe le connaît bien à Pointe-Noire. Donc c'est ici, c'est le premier bureau de l'ASPAEF. Donc c'est ça, c'est le premier bureau. L'ancêtre de l'ASPAEF, c'est ici. Maintenant c'est des déquettes, mais c'était ici. Tout l'immeuble, c'était occupé par l'ASPAEF. Voilà comment c'était au départ, tout petit comme ça. Et ça grandit, ça grandit. Il y avait une trentaine de Français, se souvient-il. Des Français qui avaient le plus grand mal à recruter des Congolais. Mieux valait travailler dans les bureaux, disait-on à l'époque. Car déjà, en 69, le général Sassou Nguesso est au pouvoir. Il instaure un régime marxiste qui va transformer le Congo en royaume des fonctionnaires. Avec le recul, Jackson ne regrette rien. Il est bien logé, il a bien vécu. À l'époque, le pétrole, est-ce que c'était important? Non, non. Personne ne faisait attention. Personne. Aussi bien que les cadres, personne ne faisait attention. D'abord, c'est un métier sale. Ça disait rien. À l'époque, il faut être dans l'enseignement. Et les gens de la technique, ils étaient méprimés. Vous appelez des manœuvres instruits. Quand vous faites l'enseignement technique, à l'époque, on vous appelle manœuvre. Donc, c'était un métier qui n'avait pas de valeur. Pas de valeur. Et quand vous étiez embauché, quel que soit votre niveau, votre diplôme, le salaire était toujours très bas. Ce pétrole, dédaigné par les Congolais, va devenir un enjeu pour les Français. Car c'est ici, dans le golfe de Guinée, que la France va puiser le pétrole qui lui échappe au Sahara après la guerre d'Algérie. Les eaux du Congo, du Gabon et de l'Angola se hérissent depuis, devenant pour la France une zone stratégique.
Les prospections dans le golfe de Guinée par des Français ont commencé dès 1930, si on remonte au déluge, au Congo d'ailleurs, près de Pointe-Noire, par des procédés de prospection électrique extrêmement modernes. Elle a vraiment commencé à partir de 1950, pour simplifier, 50-55. Les premiers résultats ont été en 57, et à ce moment-là, l'Afrique est devenue un point important. Mais au départ, l'Afrique était moins importante que l'Algérie. Et les productions algériennes ont été considérables, comme vous le savez, jusqu'à l'indépendance et la nationalisation en 71. À ce moment-là, l'Afrique a repris une place considérable dans les approvisionnements français. Elf naîtra de la volonté du général de Gaulle de limiter la dépendance française vis-à-vis des compagnies anglo-saxonnes. Son premier président, Pierre Guillaumat, n'est autre qu'un ancien ministre de la Défense. On ne peut exprimer plus clairement la tâche confiée à Elf. Nous avions l'impression de vivre une aventure unique et très importante pour le pays. Conquérir l'indépendance pétrolière de la France. C'est un petit peu la même aventure, si vous voulez, que le Concorde ou la bombe atomique. Et là aussi, l'appui, le soutien du général de Gaulle était un élément décisif, parce que les trusts auraient essayé de nous écraser. Donc, si vous voulez, il fallait des équipes de commando, des équipes de choc, des paras, des gens qui crapahutaient dans les djebels, qui exploraient les marais d'Afrique noire, qui écartaient la concurrence pour s'implanter en France. Le jour où j'ai décidé d'entrer dans ce groupe, c'est une petite anecdote que je vous raconte, mais qui illustre bien le climat de l'époque. J'étais donc encore à l'Élysée, et un des très grands dirigeants, d'un des très grands major pétrolier de l'époque est venu me dire « Jeune homme, vous vous trompez, n'allez pas à Elf ». J'ai écouté poliment et puis je n'en ai rien fait, bien sûr. 15 jours après, il est revenu et il m'a dit « Vous ne m'avez pas compris, je vous tuerai ». Et puis il a eu un grand sourire en me disant « Oh, pas physiquement, mais puisque vous voulez faire une politique contre les majors, Les majors américaines ? Majors internationaux, bien sûr. Il n'y a pas que les Américains, les Américains, les Anglais. Bon. Je vous tuerai, c'est-à-dire que je briserai votre carrière, je vous piétinerai, je vous écraserai. Vous aurez raté votre vie. Voilà, si vous voulez, le type d'atmosphère qui régnait à l'époque. À Brazzaville, on l'appelle la tour Elf, l'unique tour de la ville, parfaite dans le rôle du donjon. Et pourtant, ce n'est pas le siège d'Elf Congo. Il se trouve juste à côté, dans un bâtiment plus modeste. Mais ce n'est pas non plus à cause de ce voisinage qu'on l'a rebaptisé la tour Elf. À y regarder de plus près, on n'y entre pas comme dans un moulin, mais elle est très fréquentée. Tous les jours, ces 27 étages sont pris d'assaut. Ici, à les ministères, plus d'autres départements, organismes internationaux, UNESCO est ici par exemple. UNESCO Brazza, c'est ici. Bon. Pourquoi dit-on que c'est la tour Elf? Elle a été construite par Elf. Elf a remis à l'État congolais. Et l'État congolais, maintenant, a placé la majorité de ses ministères ici. Tout a commencé il y a 7 ans. L'ancien président Sassou Nguesso a du mal à loger ses fonctionnaires. Il veut une tour, à l'image de Kinshasa, la capitale zaïroise, qui fait face à Brazzaville. Réflexe habituel, il fait appel à Elf, qui va construire la tour et en assurer la gérance. Mais il ne s'agit pas d'un cadeau, Elf sera payé. Simplement, l'État congolais alourdit sa dette, engageant son pétrole. De même, Elf consentira des avances sur impôts pour que l'État puisse payer ses fonctionnaires. Elf, quand il est comme ça, il récupère de l'autre côté. C'est pas de cadeau que Elf fait. C'est des emprunts peut-être. Alors, à force d'emprunter, on s'est retrouvé avec combien de milliards qu'on doit? 3000 et quelques milliards, c'est trop. Vous pensez qu'Elf ne fait pas de cadeaux au gouvernement congolais? Je ne sais pas si c'est l'option de Elf de faire des cadeaux à des pays, ça m'étonnerait quand même, mais il y a le social. Ça aussi, le social, les sociétés aussi doivent le faire aussi. Il y a des budgets aussi qui doivent se faire vis-à-vis de l'État, ils peuvent aider l'État, c'est normal. Hein. Mais donner pour donner, je ne sais pas si ça se fait.
Elf n'a jamais payé les fonctionnaires où que ce soit. Elf a quand même répondu aux appels de certains gouvernements dans le passé qui demandaient des aides. Non. Vous avez peut-être versé des avances pour aider les gouvernements en place. On lui a fait des avances sur les impôts. Oui, mais ceci est assez traditionnel dans les différents pays du monde, pas seulement en Afrique. Ceci peut arriver, y compris en France. La production de pétrole est la principale richesse naturelle, enfin l'une des principales richesses naturelles du Congo. Donc cela signifie que les redevances, l'impôt pétrolier comptent pour beaucoup dans le budget d'État congolais, la moitié du budget. Alors à ce titre, Elf, comme toutes les autres compagnies pétrolières qui sont implantées au Congo, est l'un des principaux contribuables congolais. Donc à ce titre, nous avons, je dirais, c'est évident, des responsabilités d'ordre économique et social, comme contribuables de l'État congolais. Mais pour les Congolais, Elf n'est pas la compagnie banale décrite par son PDG. Après tout, elle extrait 80% du pétrole du pays. Et le pétrole viendra forcément au centre des débats de la conférence nationale de 1991. Le pétrole, c'est compliqué. D'abord, pour l'expliquer à une personne, la personne a des doutes. Sur quoi? Par exemple, il y avait un bruit qui courait qu'on chargeait des pétroliers sous-marins. Pourquoi faire? Le bruit avait couru, qu'elle fait tricher. Il y avait des bateaux sous-marins qui chargeaient du pétrole, qui foutaient le camp à l'insu des autorités du pays. Mais toujours, il y avait le doute qu'elle fait tricher. Qu'il y avait des canalisations, puis que la douane était corrompue. Et moi, personnellement, je n'ai pas trouvé que c'est pas vrai, parce que c'est des accords. Ça, c'est l'État et la société. Donc, c'est ces accords-là que les personnes ne comprenaient pas très exactement. Ce que je considérais être comme nos partenaires en mesure de nous aider devant un certain nombre de difficultés très simples. Ils nous répondent qu'ils ne peuvent pas, ni de près ni de loin. Qui vous répond ça? C'est les responsables de Elf de l'époque. Je ne sais pas comment il s'appelle déjà. C'est monsieur... Le Floch-Préjean? Le Floch-Préjean, oui, en personne, bien sûr. Parce que je me suis adressé à lui, demandant un crédit relais pour me permettre de passer le cap le plus difficile, parce que j'étais vraiment en difficulté. On nous répond, ce n'est pas possible. Et non seulement ce n'est pas possible, mais c'est impossible et c'était même presque même idiot à la limite, voyez-vous. Je change à peine les propos. Alors, dans ces conditions, que faire? Aux grandes dames de Elf, le président se tourne alors vers la compagnie américaine Oxy. Il lui offre, contre 150 millions de dollars, une partie de l'exploitation du pétrole du gisement de Kossa. Or, Elf est déjà opérateur de ce même gisement, y a déjà engagé d'énormes frais de recherche. Le pétrole ne sortira de ce puits que dans 2 ans, mais la réserve assure à Elf près de 30 ans d'exploitation. Elf va faire casser le contrat des Américains. Ceci n'a pas dû plaire, parce que certains termes étaient, j'avoue maintenant avec un peu de malice, j'avoue, que certains termes étaient de nature à choquer l'orgueil du coq gaulois. Alors ça n'a pas plu à mes partenaires de l'époque, et je n'avais pas besoin d'une guerre avec mes partenaires, et bon, je me suis rangé, j'ai enlevé Oxy des prétentions d'Oxy sur les gisements exploités par Elf, et pour rassurer davantage Elf, j'ai indiqué qu'ils seraient les seuls à commercialiser la part de notre pétrole à nous, ce qui n'était pas tout à fait conforme aux accords, mais nous avons pris une loi pour rassurer nos partenaires. Comme beaucoup de Congolais, Edmond a mal vécu l'affaire Oxy. C'était la preuve que son pays ne pesait pas lourd face aux compagnies pétrolières. Dans l'affaire Oxy, c'est un peu comme une dame, une épouse mariée, émancipée, qui se croit tellement émancipée qu'elle dit, bon ben, tu m'as fait cocu, moi aussi je te fais cocu, et à ce moment-là,